voulait tous les deux être ici. On voulait vraiment tous les deux être ici. Mais c'est moi, Joey, qui va nous raconter. Je suis son frère, le frère de Michel. Michel est décédé à Châteauguay dans un motel le 4 décembre 2005. Je le sais, ça commencerait. J'étais chez moi à Vancouver quand j'ai reçu la nouvelle. Sans le savoir, je savais que ce qui était arrivé était parce que Michel était Michel. Je ne savais rien, mais je savais tout. 12 heures plus tard, j'étais à Châteauguay. À mon arrivée, la première chose que j'ai faite, ça a été de nettoyer sa chambre. Il fallait que je nettoie. C'est comme si je pouvais nettoyer sa mort, son histoire. Couvre-lit brun, meubles bruns, tapis brun avec un motif de drame. C'était une chambre vide de Michel, de sa personnalité. Et c'est qui vit ici? Vivait ici. Je ne reconnaissais pas ce tableau brun. Et ça m'a motivé encore plus à nettoyer. J'ai commencé par nettoyer son bureau, les papiers importants d'un bord, les cochonneries aux poubelles. Par accident, j'ai accroché le clavier de son ordi qui s'est mis à flasher des images génériques, comme s'il me faisait des bye-bye. J'ai vidé le cendrier, passé l'aspirateur. Là, j'ai ouvert son garde-robe. Des chemises en carreaux en veux-tu, en v'là, à manches courtes, à manches longues, des chemises d'été, des chemises d'hiver. Ça ressemblait à un costumier de théâtre spécialisé pour un rôle plate. Un rôle safe. J'ai pris les vêtements et j'ai mis ça dans des sacs verts. J'ai fait la même chose avec ses souliers, tous bruns. J'ai vidé le reste du garde-robe, des chandails, des VHS porno, une boîte de trucs et de mitaines. J'ai passé un linge sur la tablette et c'est là, dans le fond, bien caché, que je l'ai trouvé. L'enveloppe. L'enveloppe bien maganée qui contenait les restants de Michel. À l'intérieur, il y avait un paquet de photos de son passé coloré et un magazine tapé à la dactylo qui datait de 1984. Michel était sur la couverture. Dedans, il y avait une entrevue où Michel disait « mon rêve ultime, faire du théâtre, chanter. » Quand j'ai lu ces mots-là, noir sur blanc, mon rêve ultime est de faire du théâtre, chanter. Je me suis senti injustement privilégié d'être un acteur, de vivre mon rêve, notre rêve. Comment ça se fait que je suis ici, que Michel? Ça m'a automatiquement ramené à notre enfance. C'est le début des années 70 à Rosemère, en banlieue de Montréal. L'empire masculin est à son top. Et notre père, Joe Beu, c'est comme ça qu'on l'appelle, en est le président. Il dit que s'il n'y a pas de poil sur la poitrine, c'est parce que le poil ne pousse pas sur le métal, tabarnak. Joe Mackenzie nous apprenait à Michel et à moi l'importance et la nécessité d'une grosse paire de gosses pour être respecté. C'est ce qu'on lui avait enseigné dans l'Est de Montréal. Joe Beu était marié à sa belle Isabelle, notre mère italienne, aussi de l'Est de la ville. Si le machisme sortait des oreilles de notre père, la sensualité à la Sophia Loren de notre mère était son trademark. Féminité intoxicante et masculinité toxique. Ces deux-là avaient une relation très haute. Facile d'entendre de nos chambres à coucher. Ça se passe rien dans la cuisine. Je me souviens de notre père qui pognait les boules de notre mère pendant qu'elle brossait sa sauce à spaghetti. Mais voyons, Joe, tu peux pas attendre. Les enfants sont là. On a été élevés dans la passion. Des parties de fesses et des engueulades en ont réveillé les voisins. Et les morts. Pas de tout. Cette chaude relation leur a donné deux beaux garçons en santé.
Michel, né à 9 livres 3 onces, 3 ans plus tard, moi. 8 livres et 12 onces. Je m'en viens. Michel et moi, on était aussi un team. On se ressemblait comme deux gouttes d'eau, et de plusieurs façons. Sensible, créatif, insécure, légèrement névrosé, toutes les caractéristiques d'un acteur. On était toujours ensemble à faire des mauvais coups et à faire des spectacles. Ah oui, on était peut-être aussi un peu show-off. Dans notre enfance, c'est quelque chose qu'on partageait et qui nous allumait, cette passion pour le jeu. On avait chacun notre spécialité. Mon talent, c'était la comédie. J'imitais tout le monde. Pour mes parents, j'imitais les voisins, et pour les voisins, j'imitais mes parents. Tandis que Michel était un maître de la transformation. Tout le monde s'en vient. Les Flansbury, les Leblanc, les Laviolettes sont déjà arrivés. Même Mme Gaucher m'a dit qu'elle viendrait. Elle m'a jamais vu en show. Elle va être surprise en maudit. J'ai jamais eu tant de monde. La cour est pleine. Je suis pas certain de cette robe-là. Je devrais peut-être mettre sa robe longue, la jaune, celle qu'elle a portée à Noël. C'est pas encore elle la plus belle du réveillon. La vois-tu, maman? Vois-tu, papa? Non, parce qu'ils sont pas ici. Puis si tu te fermes la gueule, elle ne saura pas. Prépare-toi à mettre le record. Mais là, c'est bon, là. Fais pas comme la dernière fois. Michel met les souliers à talons hauts. Qu'est-ce que j'ai l'air? Ah, puis laisse faire. Es-tu prêt? Qu'est-ce qu'on fait de mal? Qu'est-ce que genre qu'on fait de mal? Pourquoi c'est toujours comme ça quand je m'habille? Je suis pas un suceux de cul. Je suis pas un suceux de cul! Même si ça lui coûtait des insultes et des claques à la gueule, Michel en a fait bien d'autres choses. Dans le cours et ailleurs aussi. Il a porté la robe longue, la jaune, la semaine d'après. Il a porté toutes les robes de notre mère. Je me suis souvent demandé comment c'était de marcher dans les souliers de Michel. Du guts, en tout cas. C'est juste triste qu'on avait tant besoin rien que pour exister. L'acteur enlève les souliers à talons hauts. Pendant que ça bardassait à Montréal entre le FLQ et l'armée, chez nous à Rosemère, on se criait par la tête en français et en italien. Et nos deux salles de bain étaient une parfaite métaphore de la composition de la maison de notre enfance. La salle de bain du deuxième étage, c'était celle de notre père. Beige, rien sur les murs, utilitaire. C'est là qu'on prenait nos douches du matin. Dans le cabinet presque vide, il y avait une grosse pile de penthouses étinceleuses. C'est comme s'il les laissait traîner là par exprès, pour Michel et moi. On ne peut pas le blâmer d'avoir essayé. C'était un endroit plate à mourir, mais c'est aussi de là que j'ai un beau souvenir de mon père. En bedaine, comme d'habitude, m'apprend à me raser. J'imagine que c'est un souvenir commun pour les garçons, mais chez nous, il n'y avait rien de commun. Fait que pour moi, c'était spécial. Avant de te raser, pose-toi une des barbettes chaudes en face. Qui pèse pas trop fort. Il va dans le bon sens du poil. Prends ton temps.
sais pas ce qu'il va faire avec lui. Il ne veut pas m'aider au garage, il ne veut pas se lancer à la mythe, et il ne veut pas venir à la chasse. Et si ta mère lui demande d'aller au centre d'achat, par exemple, quand t'es fini, un peu l'eau spice. Et les femmes sont faites de ça. La dernière, à côté, là où ils sont encore, c'est pas d'être de ça. N'oublie jamais de rincer ton rasoir après. Les poils restent pognés là-dedans. La salle de bain du premier étage, c'était le royaume de notre mère. Les 4 murs étaient tapissés de fleurs roses et lilas à la Marie-Antoinette. Sur le comptoir, trop petit pour ses fonctions, il y avait des parfums, des pots de crème, du maquillage, des pinces à sourcils, des brosses et des peignes, et quelques bouteilles de spray net. C'était étalé là comme des soldats attendant des ordres de la reine. Puis les miroirs, il y en avait partout. Un en haut de l'évier, un derrière la porte, un au mur de droite et un au mur de gauche, qui permettait à la reine de se voir sur tous ses angles. Michel et moi, on aimait ça, rejoindre maman dans son royaume et la regarder se préparer à sortir. La femme qui entrait, c'était notre mère, en jaquette avec des bigoudis. Celle qui sortait, c'était une star. Belle, sensuelle, digne de magazine. Ses cheveux parfaitement coiffés lui donnaient un air plus intelligent, plus éduqué. Ses vêtements de chez Wilco semblaient tout à coup venir de chez Ogilvy. Même son parler changeait. Mais il y avait seulement une place pour assister à cette transformation. Le bol de toilette. Si Michel était là avant moi, je ne pouvais pas entrer. Si j'étais là avant Michel, il fallait que je sorte. Ces deux-là avaient toute une connexion. Je me souviens que j'avais 9 ou 10 ans d'avoir voulu entrer dans me faire tourner de bord. On ne peut pas être tranquille. On va tâter s'informer avec ton père. Mais je suis resté. Derrière la porte entrouverte qu'elle pensait fermer. Je voyais maman en kaléidoscope et Michel assis sur le trône. C'était vraiment comme un trône. Le bol de toilette était mieux habillé que nous autres. Il y avait une table de chenille pour le plancher, un bonnet pour le couvercle du siège et un autre pour le couvre-bassin. Le tout rose fuchsia. Faut bien dégrader pour ne pas avoir de démarcation. Si tu ne fais pas naturel, tu fais cheap. Et pour ça, il faut prendre son temps. Schling, schling. Ils sont égales en plus. Hein? Hein? Maquillage réussi, c'est pas avoir l'air d'une guidonne, mais d'être remarqué, désiré. Notre secret. Tu vois? T'en as pas besoin de beaucoup, juste assez. Ça te va bien parce qu'on a la même teinte de peau. Ça, c'est le pouvoir d'une femme, une arme fatale. Et ça, c'est la pièce de résistance. Tu commences au centre de la lèvre, tu vas juste au coin, et tu fais la même chose de l'autre côté. Écoute, je pense que ton père est fou de moi, il fait tout ce que je dis. Tiens, voici. Au petit que tu me ressembles. T'aurais donc dû être une fille. T'aurais été belle comme moi. On aurait pu se maquiller sans être obligé de fermer la porte. Tu sais, quand j'étais enceinte de toi, j'étais certaine que t'étais une fille. Je le sentais. Ton père n'arrêtait pas de m'obstiner. Quand t'es né, c'était le plus beau jour de sa vie. Et qui était fier. Mais t'es pas juste un garçon. T'es mon garçon. Puis il n'y a rien qui va changer ça. Rien. J'ai pas besoin de vous dire que Michel et moi étions différents des La Violette, des Leblanc et de tous les autres petits gars du quartier. Ça n'a pas été long qu'on a été surnommés, drumroll please, les deux tapettes du coin. Les deux tapettes de l'école élémentaire, les deux tapettes secondaires, les deux tapettes de la famille du côté de notre père, les deux tapettes du côté des Italiens, les deux tapettes. Deux petits gars en manches courtes
forcé au front d'un champ de bataille miné d'imbécilité et d'ignorance. Une guerre qu'on ne pouvait pas gagner. On a appris vite à se fermer la gueule et à essayer de jouer les enfants stricts. Et nos parents, chacun à leur manière, nous offraient des avertissements de quoi ne pas devenir. Bon, ça, c'était une astuce de cul. Comme vous le savez déjà, celle-là était la préférée de notre père. Il criait ça à tue-tête à tous les giroirs et louvains du Canadis. Après un de ces nombreux bombardements d'insultes salivées, notre mère nous a dit que, justement, samedi après-midi, à TV et en direct, Michel Giroir va se marier avec un gars. Ça se peut-tu? Je ne veux pas manquer ça. Bon, je sais que c'est écœurant, mais c'est tout de suite. Mais il n'y a pas un prêtre qui va marier ça. Malgré leur homophobie indéracinable, ils nous ont toujours aimés. À tous les matins et à tous les soirs, ils nous embrassaient. Toujours. On a été aimés également. Michel était le préféré de maman et j'étais le préféré de papa. À Noël 72, Michel montait se préparer pour faire un show pour la visite. Il avait monté seulement 3 marches. T'as 13 ans, tabarnak! T'en fais plus de crise de show à bien femme. Plus jamais! As-tu compris? Sacrement! Il était tough, Joe. Puis pas juste avec ses mots. Mais plus tard, j'ai réalisé qu'il avait peut-être peur pour la sécurité de Michel. Il connaissait très bien le danger que représentait une paire de talons hauts pour un petit gars. Son petit gars. Moi, j'avais encore le droit de faire mes imitations. En secondaire 3, à 15 ans, Michel, plus capable de se faire écœurer à l'école, quitte les études. Il se pogne une job dans un magasin de disques au centre d'achat. En secondaire 3, à 15 ans, plus capable de me faire écœurer à l'école, je quitte les études. Je me pogne une job dans un dépanneur. 2 frères. 2 tablettes, 2 drop-out. À 19 ans, Michel part de la maison puis déménage à Montréal. Il ne nous dira pas tout de suite, mais il y a un nouveau sideline. Drag queen dans les bars de Montréal. Sous le nom de Candy Mitchells, il se fait payer pour exprimer sa créativité. Jackpot. À 19 ans, moi aussi, je remporte le jackpot, mais pour de vrai. Je gagne 50 000 $ à l'été. Je me paye une thérapeute et un char flambant neuf. Je retourne à l'école, puis je finis mon secondaire. Je commence à aller au gym, à jouer au racquetball avec les policiers de mon quartier. Je déménage de chez mes parents, puis je me prends un appartement. 2 ans plus tard, en 1983, je suis out et proud et je vais faire une surprise à mon frère. Je vais le voir en show au club de drague 1681 de la Sainte-Catherine-Est à Montréal, là où on présente la militance en paillettes. Lorsque j'arrive, le doorman me dit « Qu'est-ce que tu fais là dans le line-up, Christ de folle? Tu commences dans Candy? » Il me prenait pour Michel. Non, je suis pas Candy, je suis son frère. J'entre sans payer, on m'assoit une table, drette en avant, et on m'apporte un drink. Bienvenue au 1681. Le club est appelé à craquer ce samedi soir. La maîtresse de cérémonie, Chris Taylor, est d'une élégance sublime, jusqu'à ce qu'elle prenne le micro. Vos gueules! Le show est commencé! Where's my fucking drink? What a dump! By the way, vous venez me voir au garage les lundis soirs pour ma soirée Red Bobette? Anyway, c'est fucking boring ici les lundis. Au lieu de vous pogner le cul d'en voir d'autres. Demandez à elle en attendant. Elle a gagné. Oh, pardon, lui. Il a gagné la semaine passée. He doesn't look it, but mon mec est bien content de le féliciter à Woo! Anyway. Ma prochaine invitée, elle a gagné le concours de Best Drag Queen à Québec, à Sherbrooke. Vous êtes chanceuse de l'avoir au 1681, hein? Ready, Candy? Ladies and gentlemen, vous n'avez pas décidé, Candy Mitchells! Tu vas bien?
se met à crier quand t'es défoncé. Les premières notes de Miss Otis Regrets de Bette Midler résonnent dans le noir. Les lumières se lèvent et Candy, apparaît au centre de la scène. Elle porte une perruque rousse frisée qui lui va à merveille et une robe cintrée qui dévoile sa superbe paire de jambes. Elle n'a pas fermé la gueule de son public qui est déjà captivé, les yeux rivés sur elle. Elle est transcendante. J'ai un sourire étendu dans la face, j'en reviens pas. Elle est bien meilleure que je m'imaginais. Son lip sync est impeccable. On aurait juré que Bette était bel et bien au 1681, la 5-4 juste pour nous autres. À la partie instrumentale, Candy nous paye la traite avec une chorégraphie digne de Las Vegas. Mon frère est mon danseur, mais elle, la bête de scène, sur ses talons vertigineux, semble patiner sur scène. Je me dis, on va se mettre à la gueule, c'est qu'elle a pris ça. Mais son public habitué en veut plus de cette bête Midler déchaînée. Sur son fond de spot, Candy ne peut pas me voir à seulement quelques pieds d'elle. Moi, le voyeur rempli de fierté et d'envie. Après la chanson, on l'accuse d'avoir mal au nez. Candy nous remercie d'être au rendez-vous, nous dit que Bette nous enseigne l'importance de l'amour, qu'il est plus regrettable de ne pas avoir assez aimé que de ne pas avoir été assez aimé. Elle enchaîne avec The Rose, aussi de Bette Midler. Candy, qui 2 minutes avant nous avait diverti comme une tournade dans un magasin de bonbons, nous invite maintenant dans son monde nostalgique. Dès la première note, il y a un gros chiffre dans le plume, instantanément suivi d'un sourire collectif. Son fidèle public savait où il était convoqué. Il n'y avait aucun autre. Et soudainement, tout le monde sentait le besoin de se tenir la main, de se coller. C'était plus qu'une chanson bête. C'était 1983 dans un bar gay. Et ça sentait déjà si bien. Avec ma communauté, pour la première fois, j'ai senti ce qui était sur le point de nous péter en pleine face. À la fin de la chanson, les spectateurs ont commencé à se lever et à aller lui porter des pourboires. À sacrer ça dans le décolleté à grosse poignée. Il y avait un line-up jusqu'en bas du stage pour arriver à la star. J'étais dernier. Quand Candy m'a vu, c'est comme si elle s'était fait prendre les culottes baissées, mais qu'elle était bien fière. Pour quelques secondes, on n'était plus dans le boucan de cigarettes du 1681. On était des complices, en cour arrière de notre enfance. Je lui tends mon 2 piastres. On se serre à s'en casser les bras. Je lui dis, t'es vraiment à ta place sur scène. Sans perdre un beat, elle me répond, toi aussi tu le serais. T'es un comédien, Joe. C'est ça que t'es supposé faire. Mais t'es trop heureux. Whack! Après le show, j'attendais Michel, mais c'est Candy qui sort de derrière le rideau. Elle porte une robe fleurie et ses cheveux longs détachés. À l'intérieur du 1681, on était safe et elle était libérée, comme un oiseau tropical sorti de sa cage. Je suis surpris de la facilité et du naturel d'être ensemble. C'est comme si mon frère avait toujours été ma sœur. Après un paquet de becs et des oui, c'est mon frère, il y a un gars qui est arrivé. Il avait l'air d'un biker, pas sa place dans ce monde de glitters. Il a pris Candy par l'épaule, comme si elle lui appartenait, puis il a semblé très contrarié quand elle lui a dit « Passe-toi ». Puis on est parti. Comme ça, la hâte de me sortir de là. Une fois dehors, j'ai demandé « C'est qui ce gars-là? » Oh, lui, c'est pas quelqu'un que tu veux connaître, let's go. Tout en marchant, Candy sort un petit sachet de poudre de sa sacoche. C'est juste une fois de temps en temps. Ce que Candy m'a dit ce soir-là sur scène, ça a été la plus belle claque à la gueule de ma vie. T'es un comédien, Joe. Mais t'es trop heureux.
quelques mois plus tard, j'auditionne au Studio 58 à Vancouver, un des meilleurs conservatoires de jeux au pays. Je suis accepté. Je reste chez les Anglais. Ça me coûte une fortune en interurbain. Avec Michel, c'est des longues jasettes. Je lui parle de ma vie avec mon nouveau chum, Mark, le premier homme que j'ai vraiment aimé. Je lui parle de mes études, que pour la première fois de ma vie, je sens que je me réalise. Michel parle de ses shows qu'il prépare. Mais pour le reste, c'est jamais facile. Il est tout le temps cassé, toujours angoissé. Il se fait mettre dehors de ses appartements, problèmes de consommation, on and off. Ses amitiés tournent au vinaigre. Et sa recherche de l'amour. Son immense besoin d'amour le traîne dans les raccoins sombres de la ville. Il n'aime pas les gars gays. Il dit que ça ne clique pas. Puis comme des raisons avec les gars straight, ça ne dure pas. Et ça lui fracasse le cœur à chaque fois. Un châtiment perpétuel. J'avais l'impression de regarder la minuterie d'une bombe à retardement régresser. Avec ma mère, quand est-ce que tu vas venir? Tu ne passeras pas ta vie là quand même. Du théâtre. Tu peux en faire à Montréal, du théâtre? Non? La maison est vide en tout cas. Je n'ai pas vu ton frère depuis un bout. Je m'ennuie, mais c'est trop dur pour ton père. Mon père, lui, ça a l'air que c'est beau, Vancouver, hein? T'as bien fait d'être écrissé d'ici. Tu vas faire quelque chose de toi. C'est-tu que je t'ai curé du garage? Tu seras pas long, je vais prendre ma retraite. Anyway, avec mon dos, je suis plus capable. Bon, parle-moi pas de ton frère. Ça n'a pas de calice d'allure. Les semaines se transforment en mois et les mois en années. Éventuellement, Michel me dit de m'attendre à une belle surprise la prochaine fois que je visiterai Montréal. Qu'elle, et oui, elle, a commencé sa transition et que c'est maintenant évident. À l'aide d'hormones prescrites, ses seins commencent à grossir. Elle a des sessions d'électrolyse, des rencontres avec son psychologue qui lui font beaucoup de bien, en plus de la préparer pour l'opération finale de sa transition planifiée pour l'année prochaine. Elle gardera son nom, Michel. Elle pense partir de Montréal parce que c'est rien du tout. Il y a même une de ses amies avec qui elle fait des shows qui a été retrouvée dans un dumpster. Il n'y a plus rien qui la tient là, même pas maman. Après que maman lui a annoncé sa transition, après que Michel lui a annoncé sa transition, maman lui a dit « Fais pas ça, Michel. Je pourrais jamais l'accepter. Jamais. T'es chaud. C'est correct, mais tu peux pas demander à une mère de rejeter son fils. Puis la famille, à ce temps, les Italiens, ton père. As-tu pensé à ton père? C'est peine comme ça. Je t'en supplie, fais-toi pas faire ça. » Comme de raison, leurs conversations, même au téléphone, se font de plus en plus rares. Et Michel s'ennuie. En 90, j'arrive à Montréal en pleine canicule. Je vais visiter ma sœur Michel. Elle ouvre en silence et fait un tour sur elle-même en savourant chaque millième de seconde. Wow! La femme devant moi est la copie de ma mère, plus jeune. Elle porte une robe d'été, presque pas de maquillage, et ses cheveux attachés en queue de cheval. Il y a une simplicité chez elle, un calme qui me rassure. Cette femme-là est beaucoup plus heureuse que mon frère. La bombe à retardement a été désactivée. T'es belle, ma sœur. C'est vrai! T'as jamais été aussi belle, Michel. T'as les mains de maman. Toi qui se rongeais les ongles jusqu'au coude. J'ai jasé avec Mark, et vu qu'on a une chambre d'extra, si ça te tente, tu pourrais venir vivre avec nous autres à Vancouver, après ton opération. J'ai aussi une amie qui t'offre une job, Clean Start. Qu'est-ce que t'en penses? Michel, un petit craquement
claquement de voix annonce une cascade de larmes muettes. Ça nous fait plaisir, Michel. Marc a hâte de te rencontrer. Tu pourrais m'aider à dealer avec. On va avoir une fun avec toi. Finalement, les merci. Il y en a plusieurs. Elle me fait promettre de me fermer la gueule et de rien dire aux parents. Et c'est des... Un an plus tard, le 14 juin 1991, à 8h AM, heure de Vancouver, je reçois la nouvelle que notre père, Joe Beu, est subitement décédé d'un anévrisme. Il venait de prendre sa retraite 3 semaines avant. Son premier chèque de pension anticipé sera dans la boîte aux lettres le lundi de son service funéraire. À 11h30 AM le même jour, je suis dans l'avion pour Montréal et je me rappelle de mon coming out à l'âge de 20 ans. Armé des conseils de ma thérapeute, j'ai embarqué dans ma Renault 5 pour aller faire face au bleu. J'en chiais dans mes culottes. Je suis gay, papa. Pauvre tabarnak! Un autre sous le cul. Là, tu peux plus te parler comme ça. Tu vas me respecter quand je t'ai toujours respecté, même quand tu ne méritais pas. Je suis gay. That's it. Qu'est-ce qui est arrivé, tabarnak? T'es avec des filles avant? Puis là, la première fois que j'ai couché avec un gars, je suis pas venu. J'ai explosé. Puis ça me dit quelque chose. Y a-t-il autre chose que tu veux savoir? C'était la première fois que je le voyais avaler sa rage pour faire place à la mienne. L'homme a vu un autre homme faire un coming out, et non un suceux de cul. En silence, Joe Beu accepte d'être mon père. Et j'accepte d'être son fils. Joe n'a jamais offert ce privilège-là à Michel. La transition de ma sœur était un trop fort rappel de sa défaite, de son impuissance. Michel n'a pas vécu de deuil le 14 juin 1991. Pour elle, notre père était mort 2 ans avant, quand elle avait visité nos parents pour la première fois. Ma sœur n'a même pas pu franchir le seuil de la porte avant qu'une engueulade éclate. Elle a juré de jamais y voir la face. Même ça lui brisait le cœur de ne pas pouvoir voir maman. Au moment d'atterrir à Montréal, je sais que Michel sera déjà rendu chez mes parents. Pour la première fois, on sera ensemble. Ma mère, ma sœur et moi. Malgré mon deuil, j'ai hâte de tourner cette page et d'être en famille, de ce qui reste de notre famille. Quand le taxi tourne la rue de notre enfance, la même rue qui nous a traités de tous les noms à part le nôtre, j'avale. La première chose que je vois, c'est le Chrysler Imperial Gold, le trophée de notre père, stationné devant la maison. Il était assis dedans ce matin. Je l'imagine sortir de son char, bedonnant, grosse smile avec son cigare dans la gueule. Il passe sa porte, sans savoir que c'est la dernière fois. 9 secondes plus tard, il va s'écraser subitement dans le vestibule. C'est dur à croire qu'il est mort. Qu'un homme qui prenait toute la place, comme un Chrysler de 23 pieds, puisse tout à coup disparaître. Lorsque j'arrive à la porte, c'est une vieille veuve en jaquette qui me reçoit. La vieille qui remplacera pour toujours notre mère. Je cherche ma soeur des yeux. Ma mère me dit que Michel est monté se changer. Je monte l'escalier. La chambre de mes parents est sombre. Assis au pied du lit, les mains sur les genoux comme en pénitence, il y a quelqu'un que je pensais jamais revoir. Un homme, défait, avec des vêtements bien trop grands pour lui. Mon frère, Michel. Je me suis demandé, ça fait combien de temps qu'il est assis là en silence? Sans maquillage, mais les ongles toujours manicurés rouge vif, il semble flotter entre deux vies. Regarde-moi pas comme ça, s'il te plaît.
aussitôt que je suis arrivé, avant même que je puisse l'embrasser. Elle me regardait de haut en bas avec un front rempli de... Je ne veux même pas dire. Entre les voisins. Même aujourd'hui, c'est encore les crises de voisins qui sont les winners. Elle me dit, t'as pas de sac, rien? Tu mettrais les pantalons de ton père. Ça va être trop grand, mais... Pourquoi est-ce que ça change pas? Pourquoi? Si je lui ai dit, je suis une femme. Je l'ai toujours été. C'est juste que là, j'ai des seins. Elle m'a répondu, je t'en supplie, donne-moi mon gars. C'est pas de sa faute. Elle n'est pas capable. Le pire, c'est que je me suis imaginée heureuse ensemble. J'étais certaine qu'elle finirait par comprendre. Ça faisait des années que j'attendais. C'est la seule que je tenais à ce qu'elle comprenne, la seule. Qu'est-ce que tu veux? Elle a besoin de son gars. Peut-être que moi aussi j'ai besoin d'elle. J'ai juste de mal, puis je ne l'abandonnerai pas. Toi, t'as ta vie dans l'Ouest, tes études, ton chum. Moi, j'ai rien. Même à Montréal, j'ai rien. Il faut que je sorte de là avant que ce soit trop tard. Ça n'a pas de crise d'allure. Je vais être mieux ici. Puis pour Vancouver, on va mettre ça sur le côté. Fais pas cette face-là. Ces pantalons-là, je les sens pas. C'est juste une couche, une enveloppe tacite. Michel prend une robe dans ses mains. Ça, par exemple. Ça, je le sens. Ça me traverse le corps, ça me rentre dans les veines, ça me pince le cœur. Je te jure que je le sens. Je te jetterai pas la robe. Elle, il, n'est jamais retourné chez elle. Jamais été chercher ses vêtements, ses meubles, ses hormones qu'elle prenait religieusement depuis 2 ans. Jamais annulé son compte d'électricité, son bail. Jamais retourné à sa vie. Jamais. Le 14 juin 1991 est un grand jour pour notre famille. Ma mère perd son mari et pense retrouver son fils. Ma sœur, comme dans un tour de magie, disparaît. Puis moi, j'apprends à vivre avec les regrets. C'est vrai que les plus grands regrets naissent du silence. Je regrette ne pas pouvoir retourner au 14 juin 1991. Je regrette que je ne lui ai pas arraché des hosties de pantalons en criant « Ils te font plus, Chris! Ils t'ont jamais fait! Crisse pas au vidange ton rêve presque réalisé! » Je regrette de ne pas être descendu pour confronter notre mère en lui criant « Combien de morts tu veux aujourd'hui? » Je regrette de ne pas avoir formé une armée de 2 avec ma sœur. Prendre le bâton comme dans une course à relais. L'accompagner à la ligne d'arrivée. J'étais pourtant prêt. J'étais sorti du garde-robe en arracher des pentures. Et ce courage-là, c'est elle, Michel, qui me l'a donné. Éventuellement, les Saint-Michel ont complètement disparu. La féminité a gentiment cédé sa place à une grosse brute. Il avait pris les pantalons de notre père au sérieux. Il travaillait maintenant à vendre des pubs sur l'Internet. Très bon vendeur. Il nous a même vendu qu'il était heureux. Sans le réaliser, j'étais moins inquiet. Notre mère aussi était moins inquiète. Elle avait un œil. Du moins, c'est ce que je pensais. Michel et notre mère, comme un vieux couple, sont devenus la béquille de l'un et de l'autre. Il est tout le temps enfermé dans sa chambre, la porte barrée. Tout le temps marabout, il ne parle pas. Tu sais comment il y avait une grande gueule, avant tu ne vas pas le fermer. À cette heure, il y a une vraie tombe. Oh, on n'arrête pas de me poser des questions. Où tu vas, à quelle heure tu reviens? T'as le temps de prendre moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle a besoin de moi. Elle a besoin de moi.
même au téléphone. Ça faisait déjà 14 ans qu'ils cohabitaient. 14 années à se taper sur les nerfs. 14 années à m'en offrir chacun leur version. Le téléphone sonne. Bon, petit chouette. Je sais pas où est ton frère. Il a osé du soir, puis il n'est pas arrivé. Comment, maman? Il a 46 ans. Je suis certain que tu t'en fais pas bien. Non, non, il travaille demain. Puis il y a des choses que tu sais pas. Il y a des gars qui sont ici, puis ça a l'air qu'il leur doit de l'argent. Quoi? T'aurais dû les voir. Il a fallu que je leur donne 100 piastres de ma sacoche. Quoi? Je suis vraiment inquiète. Je suis certaine qu'il est arrivé de quoi. Fais-toi-en pas, maman. Va te coucher. Je te rappelle demain. Le téléphone sonne. Ça m'a rappelé ma dernière visite un mois avant. Je l'avais trouvé stressé, plus que d'habitude. Je lui ai demandé comment ça allait. Il m'a répondu, ça va big. Big. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Big. Le téléphone sonne. Puis, il m'a demandé de l'argent pour s'acheter des cigarettes. Pendant que je le conduisais au magasin, il n'arrêtait pas de se lamenter à propos de notre mère. Le téléphone sonne. Ça ne me tentait pas de passer une demi-heure dans l'auto à l'entendre se plaindre. Je voulais de passer 2 heures avec notre mère. 23 donc, vous êtes pareil. Le téléphone sonne. C'est fermé. Il n'a pas dit un autre mot, puis il s'est mis à se ronger les ongles comme s'il en restait. Le téléphone sonne. Même si on était proches enfants, je ne savais rien de ce que Michel était devenu. Je savais qu'il travaillait en publicité, mais rien de plus. Le reste, il n'en parlait pas. Le téléphone sonne. La police est ici. Ils ont trouvé ton frère. Dans un motel. Mort. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Ils ont tué ton frère. Le lendemain matin, je suis dans l'avion pour Montréal. Un mélange de colère, de terreur, de peine et d'incrédulité m'habite. Des émotions dans un blender à ail. Mon désarroi est tellement immense. Je suis convaincu que tout le monde dans l'avion sait tout. Ils connaissent le nom du modèle. Ils savent que je suis son frère. Le frère de Michel. Ils savent qu'en moi que je passerai pas à travers. Quand j'arrive chez ma mère, c'est la voisine qui m'ouvre la porte. Ta mère est couchée. C'est quelqu'un ce qui est arrivé. Bonne chance. Il est parti. Mais moi, j'ai pas le choix. Je dois rentrer. J'entre aussi dans la honte. C'est pas éclairant de voir honte dans un temps pareil. Parce que c'est la honte que j'ai partagée en silence avec Michel. Une vieille honte fermentée. La chambre. La chambre brûle. Sans joie. Sans voix. Et sans toi. Je trouve l'enveloppe. À l'intérieur, bien caché, la vraie Michel de paillettes, de soie, de l'année bien shiny me fait des clins d'œil. La queen des années 80. Dans le magazine, j'ai les mots qui éveillent en moi le protecteur de ton rêve. Mon rêve ultime, faire du théâtre. Je ne sais pas comment Michel, mais je sais que je vais t'amener à la ligne. Je suis là, ma soeur. Ensemble, sur ton char, on forme une armée de 2. On est invincible. Je remets le contenu dans l'enveloppe le plus délicatement possible pour ne pas le faire mal davantage. Vas-tu me dire ce qui t'est arrivé, Michel? C'est 6 ans plus tard, au procès juridique qui durera 28 jours. 28 jours de mal de cœur que j'apprendrai les détails et l'horreur de ton histoire. Toute l'histoire. Chaque syllabe de témoignage me ramène au moment où on vient tout juste de te retrouver, sans vie, dans le crise de motel de Châteauguay. Je suis là, Michel. Puis ma mère arrive,
fauteuil roulant qui est devenu sa prison. Il y a un agent derrière elle qui la pousse jusqu'à la table des témoins. Elle est tellement vieille depuis que tu es parti. Il ne reste plus grand-chose d'elle. Assis derrière le procureur de la couronne, je réalise que... Oh, fuck! Je réalise que moi aussi, je suis coupable. Coupable de t'avoir fermé la gueule en te conduisant au magasin. Coupable de ne pas avoir été attentif aux signes que tu m'envoyais. Je m'excuse, Michel. Je m'excuse que toute cette merde-là se soit déroulée direct devant moi. De ne pas avoir été là pour t'aider. De t'avoir abandonné. Je m'excuse de ne pas avoir été ton frère. Puis je m'excuse qu'il est fucking trop tard. Bon, OK, wow! C'est assez, hein? On va l'arrêter avant que ça ouvre les veines, my God! Comme vous pouvez voir, il y a un sens du dramatique très développé. Et il appelle ça du théâtre. Please, Mary, give me a break. Premièrement, on était tous chums. Ça faisait un bout qu'on se connaissait depuis mes années de folie à Montréal. Le fou, qui était mon pocheur, ça c'est celui qui a commandé mon meurtre. Sa blonde, aussi folle que le fou, et celui qui m'a emmené au motel et que je suçais à l'occasion. Ben oui. Ensemble, toute la gang, on avait toujours du fun. Jusqu'à ce que... Êtes-vous prêts? Par pure coïncidence, j'étais au centre d'achat avec la folle, la blonde du fou. Un de mes amis que je n'avais pas vu depuis des années s'est pointé. Je les ai présentés comme on fait dans une situation semblable. Chose, je te présente la folle, ça c'est chose. Plus tard, les deux petits Chris ont eu une aventure. Ensuite, le fou, le vrai chum de la folle, le su. Et il a décidé que c'était de ma faute, parce que c'est moi qui les avais présentés. Je le sais, c'est niaiseux. Mais quand tu es dans une crise de fou et que tu mélanges de la coke, de l'héroïne, du speed et du crack à ton histoire, it all makes sense. Le fou me dit qu'il était pour me faire payer de les avoir présentés. Je pensais savoir ce que ça voulait dire. Quand il a envoyé ces gars chez nous pour me collecter à propos d'une dette inventée et que c'est ma mère qui leur a donné 100 pièces de sa sacoche, j'ai compris. Il voulait vraiment me faire payer. Et savez-vous ce qu'il voulait faire de cet argent qui m'extorquait? Payer celui qui était pour me tuer. Oui, oui! Il voulait que je paye pour mon propre meurtre. C'est fucké! C'est là que j'ai réalisé que ma mère était aussi en danger. Ils sont souvent venus chez nous. Ils ont mangé sa lasagne. Le fou, il a même apporté des fleurs. Ça, c'est avant qu'il vienne sur le top. Fait que, il fallait que je protège ma mère. Il pouvait m'arriver n'importe quoi, mais pas ma mère. J'ai toujours été dans le trouble. Toujours. Je tirais ça de tous les côtés, là, comme une cible à 360 degrés. Là, c'était différent. Ça fait bizarre à dire, mais ça avait du sens. Ma fin était une expression de mon tout, de ma vie. Il n'a pas voulu de moi quand j'étais enfant, certainement pas quand j'étais ado, et encore bien moins adulte. Mais pour la première fois, ceux qui ne voulaient pas de moi me sont venus en aide. C'est eux qui m'ont montré ma porte de sortie. Quand celui que je suçais à l'occasion est venu me chercher ce soir-là, et que j'ai vu sa tête et ses sourcils rasés, je suis retourné dans l'appartement sous prétexte que j'avais oublié quelque chose. J'ai écrit une note avec les numéros de téléphone, les noms et les numéros de téléphone de toute la gang. Je l'ai donné à ma mère, juste au cas. Comme de raison, elle ne voulait pas que j'y aille. Je l'ai embrassé, je suis parti.
En chemin pour le motel, on a fait une ligne dans le char. Puis on a parlé du fou qui était après moi. Il m'a même dit de pas m'en faire. Yeah, right. Une fois arrivé au motel, il m'a servi un drink. Une autre ligne tout de suite après. Il était plus pressé que d'habitude. J'étais allongé sur le lit quand tout à coup, une fatigue incontrôlable m'envahit. En premier, les jambes. Ensuite, les épaules, les bras. Et finalement, les yeux. Et elle a spiké mon drink, le petit Chris. Je connaissais la suite, mais je m'en crissais. De toute façon, il était trop tard. Ben trop tard. Ça faisait déjà longtemps que j'avais tout perdu. Ensuite, j'ai vu les bottes de biker du fou. Même s'il y avait des sacs de plastique par-dessus, je les ai reconnus tout de suite. Dans mes rapports de GHB, je me suis dit, bon, le voilà. Je les entendais parler. Il est venu finir la job. Tu vas payer le gros. J'aime ça de la coke. Je t'en ai apporté. C'est spécial, celle-là. Ça m'écoeure de m'approcher de toi et crise de tapette, mais l'autre fif n'est pas capable de finir sa job. Avec ses mains gantées de latex, il a sorti une part de chez McDo. Il l'a bourré de son petit mix d'héroïne et de coke et me l'a soufflé de force d'amener. Speedball, baby! C'était la première fois que j'écoutais à ça. Je vous jure! Wow! Quel plaisir! Je sentais plus rien. Plus de corps, plus de trouble, plus d'angoisse. Un gros vide invitant. Ça m'a donné le goût de vomir. Je suis tombé du lit. Je me suis traîné vers les toilettes. Les bottes me suivaient. Un autre sling, tapette. Il me rentre la paille dans le nez une deuxième fois, puis ça. J'ai pu avancer un peu plus. Une petite dernière, le fif. Ça commence à me coûter cher. Il m'en a donné une autre. J'avance un peu plus. Touche pas, ça va long. Ah ouais, est-ce que crève? Ma blonde m'attend. Le voix était comme un petit bourdonnement de cake qui s'obstine. J'étais la seule qui faisait un bon trip. Je pense qu'ils sont partis. De toute façon, je m'en crissais. J'ai pris mon dernier respire sur le plancher frais de la salle de bain à triper sur les courbes du bol en céramique. Avez-vous déjà bien tapé le dessous d'un bol de toilette? Moi, oui. Quelquefois même. Il n'y a rien de plus beau, de plus féminin, sinueux, sexy. J'ai quitté le corps qui n'avait jamais été le mien, bon débarras. J'ai plongé dans le bol comme une olympienne, puis je me suis flushé. Allez, tout chier! À la première curve, ça goûtait déjà la liberté. Je glisse dans les tuyaux souterrains du motel comme une folle qui s'échappe de l'asile. Une glissade aussi serpentée, aussi fuckée que ma vie. Ça va vite en crise. Même si je sais qu'il n'y a plus de retour possible. Je veux pas que ça arrête. Ah ouais, paye ça le gaz. J'aime mieux continuer dans le noir que de retourner à une vie sans lumière. Je me dis, ça n'a pas d'allure de triper comme ça dans les égouts de Châteauguay. Je continue là-dedans comme une déchaînée qui se barre de gagner sa médaille jusqu'à ce que des égouts me crachent dans le fleuve Saint-Laurent. J'avance sans bouger d'un poil au même rythme que les poissons et les sacs de plastique. Plus je flotte, plus l'eau devient claire. Je sens les dernières traces du mal partir avec le courant salé. Je suis finalement libre des écœuranteries de la vie. Le pain change. Je suis un Capulco en Italie. Je comprends tout. Tout a un sens. Tout est permis. Je suis grosse comme une banane, puis j'aime ça. Ma peur de mourir n'existe plus. Je ne peux plus mourir. Puis à un moment donné, pouf! Je suis arrivé! Ici! Avec vous autres devant moi! Bonsoir! Vous êtes bien tranquille. Bonsoir! Bon, on peut passer un enterrement. Bienvenue dans mon royaume! Oh, et que vous êtes une belle gang. Non, mais regardez-vous.
assis en petite rangée toute droite, comme les bouteilles de Sprinet dans ma mère. Pareil comme dans mes rêves d'enfant. Pareil. Je suis la morte la plus comblée au monde. Je ne veux pas faire ma fraîche, là, mais checkez-moi l'outfit. Hein? À soir, c'est ça, demain, on verra. Ça ne peut pas être scène, là. Mais en faites pas vos jaloux, n'allez pas vous crisser en bas d'un pont, là. Je pense que j'ai été chanceuse. Oh, checkez bien ça. Boucan, go! OK, Boucan, stop. C'est quand même quelque chose. Hein? Oh. Lumière bleue, go! C'est que c'est lettre. Lumière bleue, stop, il ne revient jamais. Lumière rose, go! Oh. Lumière rose reste. Oh, barre de chocolat, go! Oh, confetti, go! Tremblement de terre, go! Non, c'est une joke. Hey, j'ai même un orchestre encore. Musique, go! Noir. Merci les amis.